Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire un point sur les inhibiteurs de la SGLT2 et leur capacité à nous protéger les patients diabétiques sur le plan cardiaque et rénal. Alors, si on reprend le contexte en diabétologie, alors que sur le plan microvasculaire, finalement, on était capable de démontrer qu'un contrôle intensif glycémique permettait de diminuer le risque de complications microangiopathiques, eh bien, malheureusement, sur le plan macrovasculaire, il a toujours été très difficile de mettre en évidence un bénéfice d'un contrôle glycémique intensif sur le risque de complications macrovasculaires. Et il a donc été tout à fait surprenant, dans le bon sens du terme, lorsque les premières études avec les inhibiteurs de la SGLT2 ont été publiées, avec une baisse significative cette fois des événements cardiovasculaires sous ces nouvelles molécules, les inhibiteurs de la SGLT2, et donc ici la première étude publiée sous empagliflozin. Ainsi, ces nouveaux antidiabétiques, finalement, ont un mécanisme d'action qui est assez simple. Ils inhibent le cotransporteur glucose-sodium au niveau du tube contourné proximal. Et ainsi, ils inhibent la réabsorption de glucose, on augmente la glycosurie et donc on diminue la glycémie avec une baisse de l'HbA1c d'environ 0,7%. Alors, finalement, quelles sont maintenant les données de la littérature? Est-ce que l'on a confirmé cette capacité à baisser les événements cardiovasculaires? C'est ce qu'on verra dans un premier temps. Ensuite, est-ce qu'on arrive dans le même temps à continuer à protéger sur le plan microangiopathique et en particulier rénal? Et enfin, on essaiera de voir pour quelles raisons et par quel mécanisme cette classe d'antidiabétiques a cette fois montré sa capacité à protéger sur le plan à la fois cardiovasculaire et à la fois rénal. Alors, sur le plan cardiovasculaire, je vous montrais pour commencer la première étude publiée par règle qui incluait des patients diabétiques de type 2, tous en prévention cardiovasculaire secondaire. Et puis ensuite, ce sont plusieurs études qui ont été publiées, qui concernaient toujours des diabétiques de type 2, avec des HbA1c, vous voyez, tout aux alentours de 8%, des durées de suivi environ 3 ans, des patients soit en prévention secondaire, comme dans Impareg ou dans Vertige cardiovasculaire, soit en prévention primaire et secondaire, mais que des patients à haut risque cardiovasculaire. Et donc, quels sont les résultats globaux de l'ensemble de ces études? Eh bien, comme vous le voyez ici, globalement, les inhibiteurs de la SGLT2 ont la capacité à baisser de façon significative le risque de survenue d'un événement cardiovasculaire composite, mortel ou non mortel, avec des baisses significatives dans certaines études, mais dans d'autres études, comme l'étude Vertis, une non-infériorité, mais par contre une étude qui n'a pas réussi cette fois à montrer la supériorité sur le plan cardiovasculaire. Quoi qu'il en soit, de façon globale, il semble bien que cette classe protège les patients diabétiques sur le plan cardiovasculaire. Et le résultat est encore plus flagrant lorsque l'on s'intéresse à la survenue d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, avec cette fois dans toutes les études une baisse très significative du risque d'être hospitalisé pour insuffisance cardiaque chez ces patients diabétiques. Alors, protection en termes d'insuffisance cardiaque chez le diabétique, qu'en est-il maintenant de l'utilisation de cette classe spécifiquement chez des patients insuffisants cardiaques? Et donc, deux études se sont intéressées à cette population. D'abord, l'étude DAPA-HF qui incluait des patients insuffisants cardiaques avec fraction d'éjection altérée, dapagliflozin versus placebo, avec bien sûr en plus le traitement recommandé pour l'insuffisance cardiaque, et un critère de jugement composite, dégradation d'insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire. Eh bien, dans cette population particulière, qui n'était pas forcément diabétique, mais toujours insuffisante cardiaque, eh bien, il confirme la baisse significative du risque de dégrader son insuffisance cardiaque sous inhibiteur de la SGLT2 par rapport au placebo. Et la deuxième étude qui était tout à fait comparable, IMPRO-Reduced, comme vous le voyez, des patients tout à fait comparables, avec toujours le traitement recommandé pour l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection altérée, critères composites de jugement, dégradation de l'insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire. Et encore une fois, dans cette population insuffisante cardiaque, eh bien, amélioration du pronostic sous inhibiteur de la SGLT2. Donc, effectivement, les données qui ont suivi la première publication ont confirmé la protection cardiovasculaire sous inhibiteur de la SGLT2. Qu'en est-il de la protection rénale cette fois? Eh bien, vous voyez les mêmes grosses études cliniques qui ont été poolées ici, mais cette fois en considérant le risque de dégrader sa fonction rénale. Eh bien, comme vous le voyez, il y a une protection, une diminution de la dégradation de la fonction rénale sous inhibiteur de la SGLT2 par rapport au placebo, donc protection rénale. Qu'en est-il encore une fois cette fois si l'on s'intéresse uniquement à des patients néphropathes?
Eh bien, 2 études se sont intéressées à ces populations, l'étude Crédence ici, qui n'incluait que des patients avec albuminurie. Ils étaient tous traités avec un bloqueur du système rénine-angiotensine et avec altération du débit de filtration. Canagliflozine versus placebo, critères de jugement composite de dégradation de la fonction rénale et encore une fois, amélioration significative du pronostic rénal dans le groupe traité par rapport au placebo. Et la deuxième étude, tout à fait comparable, DAPA-CKD, qui incluait des patients tout à fait comparables, dapagliflozine versus placebo, toujours critères de jugement composite, dégradation de la fonction rénale, et encore une fois, meilleur pronostic rénal sous dapagliflozine que sous placebo. Ainsi, même si l'on considère que des patients néphropathes, toujours protection rénale. La question maintenant, c'est est-ce que si la filtration glomérulaire est trop altérée, est-ce qu'on a toujours une efficacité? Eh bien, comme vous le voyez ici, lorsque le débit de filtration glomérulaire baisse, le bénéfice effectivement est de moins en moins important, mais il reste significatif, en particulier ici, dans la population avec un débit de filtration inférieur à 45 millilitres minute. Ici, juste pour vous montrer que le bénéfice est d'autant plus important que les patients sont bien sûr traités par un bloqueur du système rénine-angiotensine, comme cela est recommandé. Alors, protection rénale, protection cardiovasculaire, comment se fait-il que ces traitements qui baissent la glycémie de façon tout à fait standard puissent nous permettre de protéger plus que les autres classes d'antidiabétiques pour le moment démontrées dans la littérature? Quels sont les mécanismes au-delà de la baisse glycémique? Alors, les mécanismes proposés, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, mécanisme hémodynamique, bien sûr, cette classe de médicaments a un effet diurétique naturel avec baisse de pression artérielle, amélioration de la rigidité artérielle, baisse de la post-charge. Mais au-delà de cette baisse de cette efficacité diurétique qui ne permet pas d'expliquer à elle seule l'efficacité démontrée, une autre hypothèse hémodynamique importante est le rétablissement du rétrocontrôle tubulo-jugulaire. Je m'explique. Le débit de filtration dépend du tonus de l'artère afférente du glomérule. Et ce tonus, lui, dépend de la concentration en NaCl dans le tube contourné distal. Si vous bloquez la SGLT2, vous avez une concentration de NaCl plus importante dans le tube contourné distal qui va provoquer une vasoconstriction de l'artère afférente, ce qui va aboutir à une baisse de la filtration glomérulaire et surtout à une baisse de la pression glomérulaire. Et on sait que chez le diabétique, l'hyperfiltration, l'hyperpression glomérulaire est elle-même à l'origine d'une aggravation de la néphropathie, donc ça protège le glomérule. Donc, hypothèse hémodynamique. Ensuite, bien sûr, hypothèse hormonale avec une action qui permet d'augmenter le glucagon avec une action directe sur la cellule alpha et puis une action indirecte par le biais de la baisse de la glycémie. Et on connaît le bénéfice du glucagon directement sur le myocarde, mais également sur le rein avec une amélioration de la perfusion rénale. D'autre part, toujours sur le plan hormonal, il a été mis en évidence que sous inhibiteur de la SGLT2, vous activez les récepteurs de type 2 de l'angiotensine 2 qui aboutissent à une vasodilatation, à une amélioration de la perfusion rénale et à une baisse de l'inflammation, donc un bénéfice cardiaque et rénal. Pour terminer, bien sûr, hypothèse métabolique. Tout d'abord, il s'agit d'un antidiabétique, donc on diminue la glucotoxicité rénale et la glucotoxicité cardiaque, mais qui n'explique bien sûr pas la protection avec 0,7% d'HbA1c en moins comme les autres antidiabétiques. Une perte calorique également avec une glycosurie, perte calorique, diminution de la masse grasse et en particulier du tissu adipeux épicardique qui a été montré comme diminué sous dapagliflozine et on connaît la capacité du tissu adipeux myocardique à synthétiser des cytokines et à favoriser la fibrose myocardique. Enfin, une hypothèse métabolique importante est un changement du métabolisme énergétique. En effet, l'augmentation du glucagon aboutit à une activation de la lipolyse et à une augmentation des corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont utilisés comme substrat énergétique, par exemple par le myocarde, et ce substrat énergétique est particulièrement performant puisqu'il permet de produire de l'énergie avec moins de consommation d'oxygène. Je vous ai remis cette explication sur ce schéma. Plus de corps cétoniques utilisés comme substrat énergétique par le myocarde avec un meilleur rendement, une moindre utilisation d'oxygène et donc une limitation de l'hypoxie myocardique mais également rénale. D'autres hypothèses ont été avancées dont je n'ai pas le temps de parler ici, avec en particulier l'inhibition de l'échangeur Na+H+, que vous connaissez bien. Donc finalement, pour conclure, les inhibiteurs de la SGLT2 sont des nouveaux antidiabétiques avec un mécanisme d'action qui est unique et avec une protection cardio-rénale qui est maintenant bien démontrée dans la littérature. C'est probablement grâce à toutes ces études
positive que les inhibiteurs de la SGLT2, comme vous le voyez ici, sont maintenant très représentés dans les différentes recommandations de prise en charge du diabète, recommandations internationales, ici recommandations européennes, bien sûr, après la metformine. Donc, mécanisme d'action unique, il est bien sûr maintenant primordial de préciser les mécanismes d'action et les mécanismes de protection pour adapter la surveillance des patients et les précautions à prendre. D'autres études seront publiées, en particulier chez des patients insuffisants cardiaques avec fraction d'éjection conservée. Mais en tous les cas, l'ensemble des données a déjà permis à l'HAS de modifier il y a 2 semaines environ l'ASMR de cette classe en l'améliorant. Et les indications vont très probablement continuer à être étendues à l'insuffisant cardiaque et pourquoi pas aux néphropathes en fonction des prochaines études publiées. Je vous remercie. Bonjour à tous, Étienne Pumira, je suis cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et je remercie le comité scientifique de m'avoir invité pour évoquer avec cette présentation les bénéfices cardiovasculaires des futurs traitements chez les patients diabétiques de type 2 avec une insuffisance rénale chronique. Alors voici les conflits d'intérêts en rapport avec cette présentation. Alors pour débuter, les pathologies cardiovasculaires et les pathologies rénales sont aujourd'hui, ce sont deux entités qui sont bien réunies avec une entité qui se définit sous le syndrome cardio-rénal. Il existe 5 types de syndrome cardio-rénal qui sont aujourd'hui bien définis avec soit une pathologie cardiaque qui engendre une pathologie rénale ou vice-versa, ou bien une pathologie systémique qui va engendrer une atteinte à la fois cardiaque et rénale. Mais ce qui est important, c'est que le pronostic de ces patients est avant tout basé sur les événements cardiovasculaires et que les éléments, les thérapeutiques, que ce soit rénal ou cardiologique, ont pour objectif de diminuer les événements cardiovasculaires majeurs. Alors, dans la population des patients diabétiques de type 2 avec une insuffisance rénale chronique, la prise en charge de ces malades, aujourd'hui, elle repose sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires, le contrôle de la glycémie, de la pression artérielle, de l'aspect nutritif, des lipides, de l'exercice physique, de l'arrêt du tabac. Et puis, pour les malades qui ne sont pas suffisamment contrôlés avec ces prises en charge, eh bien, on peut avoir affaire à des traitements pour bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone et également à d'autres thérapeutiques d'avenir avec notamment les inhibiteurs SGLT2 et les nouveaux antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et en particulier la finérénone. Alors, si on commence tout d'abord avec les glyphosines, les inhibiteurs SGLT2, eh bien, dans le cadre des patients diabétiques, eh bien, on a une atteinte du néphron liée à la néphropathie diabétique, dans lequel on va avoir une baisse de la vasodilatation qui va engendrer une augmentation de la pression intraglomérulaire et une augmentation de la protéinurie. Et les inhibiteurs SGLT2, au niveau rénal, vont permettre d'augmenter l'exérèse, la sortie par les urines du NaCl et une diminution également de la réabsorption du glucose via l'inhibition du SGLT2, et les conséquences au niveau rénal et les bénéfices qu'on peut en tirer sont une baisse de la pression intraglomérulaire et une baisse de la protéinurie. Alors, ces inhibiteurs SGLT2 ont été évalués pour améliorer l'équilibre métabolique et glycémique des patients diabétiques de type 2, et 2 essais ont une importance particulière dans le cadre de l'insuffisance rénale. C'est tout d'abord l'essai Crédence, qui a été réalisé chez des patients diabétiques de type 2, avec 4400 patients qui ont été randomisés pour recevoir de la canagliflozine 100 mg par rapport à du placebo, avec une moyenne de DFG de l'ordre de 55 ml/min. Et cette étude a montré un bénéfice sur les événements à la fois d'événements néphrologiques et également sur les événements cardiovasculaires. Et si on se focalise sur les bénéfices cardiovasculaires de cette canagliflozine, eh bien, on s'aperçoit que il y a un signal qui est présent sur la mortalité cardiovasculaire, même si statistiquement, on n'a pas atteint la significativité. Il y a un bénéfice également qui a été observé sur des composites d'événements d'un critère secondaire, de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ou encore un critère plus classique de décès cardiovasculaire, d'infarctus ou d'AVC. La deuxième étude, je pense, qui est important d'avoir en tête, c'est une étude qui a été présentée cette année, c'est l'étude d'APA-CKD, qui a évalué chez 4300 patients, avec majoritairement une population de patients diabétiques, de la dapagliflozine à la dose de 10 mg par jour par rapport à du placebo, avec une moyenne de DFG un peu plus basse que l'étude précédente, puisqu'elle était un peu plus de 40 ml/min. Et là encore, un bénéfice
sur le rein et un bénéfice également sur le décès cardiovasculaire dans l'ensemble de ce critère composite. Alors, les bénéfices ont été observés de façon similaire à la fois chez les patients diabétiques et chez les patients non diabétiques. Et si on regarde et si on focalise sur les événements cardiovasculaires, eh bien, il n'y a eu pas de, il y a un signal, mais il n'y a pas de significativité non plus sur la mortalité d'origine cardiovasculaire. L'autre classe thérapeutique qu'il faut mentionner, c'est les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes. C'est une classe qui a un intérêt, qui sont recommandés dans la prise en charge des patients avec une insuffisance rénale chronique. Et c'est une classe qui a un effet diurétique, épargneur de potassium. Et en fait, la finérénone a une particularité qui est qu'elle a une activité anti-inflammatoire et prothrombotique qui est plus développée que les autres molécules par un certain nombre d'essais dans la littérature. Et ça permet d'avoir des bénéfices à la fois au niveau rénal et au niveau cardiovasculaire. Alors, est-ce que la finérénone a un bénéfice en termes d'événements de morbimortalité chez une population de patients diabétiques de type 2 avec de l'insuffisance rénale? Eh bien, c'est l'objectif de l'essai Fidelio, qui a été présenté récemment et qui est une étude de phase 3, qui a randomisé l'utilisation de la finérénone par rapport à du placebo chez des patients diabétiques de type 2 avec une insuffisance rénale chronique, qui a un DFG moyen de 44 ml/minute. Et cette étude a montré, sur le critère principal de l'étude, un bénéfice sur la réduction à la fois du développement d'insuffisance rénale chronique, de la dégradation du DFG et sur la mortalité rénale, et également un bénéfice sur un critère plutôt cardiologique avec la survenue de décès cardiovasculaires, d'un infarctus, d'un AVC ou d'une hospitalisation pour de l'insuffisance cardiaque. Et le bénéfice cardiovasculaire était globalement homogène sur tous ces 4 endpoints pris séparément. Et donc, en conclusion de cette présentation, eh bien, les 2 nouvelles classes thérapeutiques à prendre en compte dans cette population de patients diabétiques de type 2 avec l'insuffisance rénale chronique sont les inhibiteurs SGLT2 et les antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes, et en particulier la finérénone, et pourquoi pas envisager d'associer ces 2 molécules pour avoir un effet synergique des 2 produits. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de présenter en quelques minutes la situation de l'intérêt d'utiliser les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde dans le diabète de type 2 et les pathologies rénales associées. J'ai quelques disclosures à présenter, en particulier Bayer, puisque je vais parler de la finérénone. Alors, pourquoi les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde sont-ils intéressants? En fait, on a là aussi, dans les 10-20 dernières années, une amélioration considérable de notre compréhension du rôle physiopathologique de l'activation du récepteur minéralocorticoïde, essentiellement par l'aldostérone, mais aussi par les glucocorticoïdes. Et donc, par-delà de l'intérêt de bloquer ce système avec différents types d'antagonistes. Au-delà de l'effet bien connu sur le contrôle de la pression artérielle via le contrôle de l'excrétion sodée au niveau rénal, on a pu démontrer au cours des années un rôle majeur au niveau cardiaque, ce qui a amené aux grandes études utilisant les antagonistes dans l'insuffisance cardiaque, mais plus récemment, une définition et une description du rôle et de l'intérêt des antagonistes dans les pathologies qui touchent à la fois les vaisseaux, à la fois le tissu adipeux, donc dans le syndrome métabolique, mais également des tissus périphériques comme l'œil, la rétine ou la peau, tous ces éléments pouvant être impliqués dans les comorbidités associées à la maladie diabétique et donc à la néphropathie diabétique, comme on va le voir. Un point important est qu'on s'est aperçu que le récepteur minéralocorticoïde est également impliqué dans l'inflammation et en particulier dans les cellules inflammatoires. Quel peut être l'intérêt de ça dans la néphropathie diabétique? Eh bien, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui participent à la progression de la maladie rénale chronique, en particulier dans un contexte de diabète. Et donc, il a pu être proposé que les antagonistes du récepteur minéralocortique seraient intéressants sur la partie pression artérielle. Mais en fait, du fait des différents éléments que je vous ai montrés plus avant, on peut penser que le blocage du récepteur minéralocorticoïde va être extrêmement intéressant dans différentes situations,
comme par exemple la maladie métabolique qui va être associée, qui va conduire à la néphropathie diabétique, l'inflammation, le stress oxydatif, la pression artérielle, bien sûr, et puis la protéinurie. Donc, dans tous ces éléments, on a pu définir, à l'aide de modèles précliniques essentiellement, puis des validations cliniques, que le récepteur minéralocorticoïde était impliqué dans différents mécanismes qui vont conduire à la pathologie rénale, en particulier à l'inflammation et à la fibrose. On voit ici sur ce schéma, par exemple, que les différents antagonistes qui sont présentés dans les boîtes en haut de la figure, que ce soit les antagonistes stéroïdiens ou les nouveaux antagonistes non stéroïdiens, l'afinérénone, dont je vais parler, mais également d'autres antagonistes qui sont développés par d'autres compagnies. L'ensemble de ces antagonistes vont bloquer l'activation du récepteur minéralocorticoïde et vont agir en modulant le stress oxydatif, en modulant la production de NO et donc la dysfonction endothéliale, en modulant l'inflammation au sein même du parenchyme rénal ou dans les tissus comme le cœur, par exemple, ou les vaisseaux, la rétine, dont j'ai parlé. Et tous ces éléments vont participer à activer l'inflammation et la fibrose au niveau du tissu rénal, tous ces éléments étant bloqués par l'utilisation des antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Donc, on a un nouveau concept qui s'est développé de l'intérêt du blocage du récepteur minéralocorticoïde, quelle que soit l'activation par l'aldostérone ou les glucocorticoïdes, que ce soit avec des antagonistes non stéroïdiens ou des antagonistes stéroïdiens plus anciens, qui vont permettre de moduler la fibrose et l'inflammation du parenchyme rénal. Bien sûr, un des éléments critiques de l'utilisation de ces antagonistes est le risque d'hyperkaliémie, qui est bien connu, en particulier lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Et c'est pour cela que les nouveaux antagonistes non stéroïdiens ont été développés, parce qu'ils permettent, de par leurs propriétés pharmacodynamiques et la façon dont ils bloquent le récepteur minéralocorticoïde, de limiter le risque hyperkaliémique par rapport aux bénéfices sur la fibrose et l'inflammation, comme je viens de le mentionner. Alors, ceci s'est traduit très récemment par la publication de l'étude Fidelio. Donc, c'est une étude qui a été menée par Bayer en utilisant la finérénone sur plus de 5700 patients. C'est un essai randomisé, bien sûr, avec un objectif primaire important qui était l'objectif rénal. Donc, ça a été développé dans la maladie rénale liée au diabète. Et également des objectifs secondaires sur les pathologies cardiovasculaires associées. On voit ici à gauche l'intérêt sur les outcomes primaires au niveau rénal, un gain de 18% qui est observé, et également une excellente tolérance avec un risque hyperkaliémique extrêmement faible et une augmentation de la kaliémie d'environ 0,3 millimolaire chez les patients, sans événements majeurs qui ont pu être notés chez ces patients. D'autre part, une amélioration des effets sur le système cardiovasculaire ont également été appréciés dans cette même étude. Qu'il y ait un historique de maladie cardiovasculaire ou pas, le bénéfice est le même et il y a environ 15% d'amélioration des événements, de limitation des événements cardiovasculaires de diverses sortes, que ce soit l'infarctus ou la maladie coronarienne. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde font partie maintenant de l'arsenal thérapeutique qui peut être utilisé pour limiter la progression de la maladie diabétique au niveau rénal, mais également les comorbidités associées, en particulier cardiovasculaires. Et ici, vous pouvez noter, et vous pouvez retrouver ça dans une revue qu'on a publiée assez récemment, la place de ces antagonistes par rapport à d'autres molécules, bien sûr les SGLT2 inhibiteurs, mais d'autres molécules également qui sont en développement, qui peuvent agir ainsi sur l'ensemble des mécanismes physiopathologiques impliqués dans la progression de la néphropathie diabétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions.